Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Je remercie chaleureusement l'association 42 Sentience qui a co-organisé cet événement avec notre association PAZ et grâce à qui nous avons cette belle salle pour donc parler ce soir de l'art et de la cause animale. Donc je remercie aussi les intervenantes et intervenants d'être venus jusqu'ici. Ce sujet me tenait à cœur. On avait organisé il y a de nombreuses années maintenant à l'espace Gendarme à Paris une conférence sur l'art et la cause animale aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait Rosa B, il y avait Sébastien Moreau et David Volpi aussi. Donc je trouvais ça vraiment important aussi qu'on fasse un pas de côté et qu'on parle aussi de celles et ceux qui se battent différemment qu'à travers des manifestations. Ça permet aussi je pense, d'avoir un rôle central dans les prises de conscience en faveur des animaux. Je vous propose donc de commencer. Alors, au fur et à mesure, j'essaierai de montrer donc les œuvres, mais d'abord, on va peut-être faire la présentation. Donc, bonjour à tous les trois. Je vous propose que déjà, vous commencez peut-être par vous présenter rapidement et puis aussi expliquer un peu votre art et puis on diffusera après respectivement les photos, la peinture et puis la vidéo. Donc Wilène, si tu veux commencer. Bonjour à toutes et tous. Donc moi je m'appelle Wilène Pilate. Je suis artiste peintre animaliste. Je dis pas animalière parce que même si je peins des animaux, pour moi, il y a vraiment une dimension éthique très très forte dans mon travail. Vous pouvez voir 3 tableaux là-bas d'ailleurs. Mon but avec ces tableaux, c'est vraiment de donner un aspect sacré aux animaux, vraiment de leur donner une âme et que cette vision des animaux soit transmise aux spectateurs qui les regardent. Du coup, souvent, elles sont accompagnées d'un texte qui raconte comment vivent ces animaux dans les élevages ou comment ils devraient vivre, quelle devrait être la durée de vie, l'espérance de vie d'un animal s'il n'était pas exploité et quelle durée de vie il a dans les élevages. Le but, c'est vraiment de connecter les spectateurs aux animaux, quoi. Moi, c'est Orlando Ashbenta et je suis vidéaste, plus précisément motion designer, c'est-à-dire animateur graphique. Donc, je fais beaucoup d'animations 2D, 3D et comme à côté, en amateur, je fais de la musique, j'avais écrit une chanson et du coup, j'ai voulu la mettre en clip. Donc, j'ai un peu fusionné deux des choses qui me passionnent. Et oui, je me suis servi de ça un peu malgré moi en commençant à faire une musique en me disant je vais faire un truc sur les poissons puis finalement je vais le mettre en clip parce que je peux le faire et voilà, j'en suis là. Bonjour à toutes et à tous. Moi je suis Diane, je suis photographe militante. J'ai lancé Fairshot, mon entreprise, en 2020. Je travaille avec des associations, des entreprises durables pour tout ce qui va être prestation de services, le côté éthique. Et à côté de ça, je pratique l'artivisme, donc principalement auprès de la cause animale. Autour de la cause animale, donc tout ce qui va être les animaux des refuges, mais également remettre en question des notions comme la captivité animale par exemple, et notamment par exemple avec Paz pour les dernières campagnes qui ont eu lieu. Oui, donc en fait, ce qui était intéressant, c'est de vous rassembler parce que vous utilisez toutes et tous un support différent, donc soit la photographie, la vidéo, la musique ou la peinture. Et en fait, c'est un peu compliqué, mais est-ce que vous nous expliquez pourquoi vous avez été attiré plutôt par ce médium, ce support artistique et pas un autre? Ou même, est-ce qu'il y a d'autres arts que vous utilisez pour défendre les animaux? Alors, en termes de médium, oui. Alors la photo, pour moi, ça a toujours été un support, un médium qui m'a beaucoup intéressée. Je pense que c'est surtout le côté instantané. Alors aujourd'hui c'est plus difficile parce qu'on a tout ce qui est intelligence artificielle et on remet en question potentiellement la photographie, mais il y a quelque temps c'était pas le cas et on a tendance à mettre la photo sur le côté de la vérité finalement. C'est l'espace d'un instant, on capture un instant et oui ça m'a toujours plu. Après, en ce moment, c'est justement de jouer un petit peu avec les deux, de participer avec la photographie en tant qu'art, quelque chose qui m'a toujours intéressée, et de le mettre au profit d'une cause, tout simplement. Je pense que l'art, dans son intégralité, c'est un outil à l'heure actuelle qu'on peut utiliser, et je souhaite le mettre au service de la cause animale. Donc là, vous voyez des photos de la ménagerie, du jardin des plantes. Et oui, c'est le but de l'artivisme, c'est de déclencher une émotion, finalement, à travers un support. Et voilà, typiquement ce genre de photos, je pense que ça interroge un petit peu. Donc au dernier plan, vous voyez évidemment les cages, les animaux sont captifs. Et on voit un peu un choc des générations avec une personne, je ne sais pas, d'une 50aine d'années qui va s'amuser de la situation. Et à côté de ça, on a des jeunes
qui ne voient pas les choses de la même manière, qui ne voient plus les choses de la même manière. Et je pense que l'art et de toute façon la culture participent à ce changement des mœurs et à ce changement du regard qu'on peut porter notamment sur les animaux. Oui, pardon, je pourrais vous les détailler. Mais en fait, j'aime bien aussi vous laisser les regarder. Et contrairement à Willen, qui par contre met toujours des légendes sous ses images, j'aime bien faire l'inverse finalement, de laisser aux téléspectateurs l'opportunité de se créer sa propre légende. Alors bien sûr, il y a une volonté derrière ça. Hein. C'est normalement quand on prend une photo, on tient compte du cadrage, de la composition, on fait passer un message. Mais je préfère justement quand la légende n'est pas obligatoire, qu'elle permet de soit se faire son histoire, soit au contraire, quand normalement la photo est réalisée correctement, de faire passer le message que la personne ayant pris cette photo avait en tête. Donc là, on est plutôt passé sur les animaux liminaires, on va faire toutes les photos, donc je vous laisse regarder. Donc là, c'était pour une campagne de Paz qui est toujours en cours, campagne sur les animaux liminaires, comment vivre avec eux dans la ville. Donc les animaux liminaires, je vais peut-être laisser Amandine préciser, mais on est sur tous les animaux qui ne sont pas dans la catégorie sauvage et qui ne sont pas non plus dans la catégorie domestique. C'est des animaux qu'on va croiser au jour le jour et qui sont un peu dans l'entre-deux finalement, qu'on n'arrive pas forcément à catégoriser. Et là, on parle d'animaux liminaires. Donc c'est aussi souvent des animaux auxquels on ne prête pas vraiment attention. On a tous croisé des pigeons dans la ville, des corneilles sans vraiment les regarder. Alors qu'au final, ils sont non seulement très esthétiques, mais oui, on a tendance à les oublier quelque part. Donc ce travail-là, ce travail artistique, de les prendre en photo et ensuite de travailler avec des associations de manière à créer des supports de communication, me permet, à mon niveau, d'attirer l'attention sur cette situation. Joli petit pigeon. Super. Peut-être Willen, comme ça je vais montrer tes peintures et puis après on pourra regarder le clip. Bah, du coup, moi j'étais militante depuis plus de 10 ans pour les animaux, à travers la Veggie Pride, à travers Futur. Enfin, j'ai travaillé de temps en temps avec Amandine. En fait, ça m'a semblé totalement logique quand je me suis dit que fallait que je me saisisse de mes penchants vers l'art, de me pencher vers la peinture. J'avais déjà des facilités et en plus j'aime bien travailler seule. Il y a quelque chose vraiment qui me parle beaucoup dans le fait de concevoir une image et d'essayer de la créer. Et je suis très inspirée par l'art religieux. Toutes ces auréoles, tout ce qui crée du sacré, pour moi c'est vraiment ça ma base de travail. Du coup, ce que je fais, c'est que je dessine un animal et ensuite je viens coller le dessin sur un support en toile et je l'habille d'or, de noir, tout ça. Et je lui donne un prénom et après je lui donne une histoire. C'est vraiment comme ça que je travaille. J'ai pu me lancer dans l'art grâce aussi au soutien de mes amis et de mon compagnon parce que jusqu'ici, je faisais beaucoup de boulot alimentaire et ça me convenait plus du tout. J'avais envie vraiment d'avoir un travail qui faisait sens. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai réussi, grâce à ce que je produis, à vraiment donner sens à ce que je fais. Et du coup, ça prend plutôt pas mal. J'ai pu exposer pas mal de fois. Il y a notamment la mairie du 18e qui m'a exposé en décembre. Et je pense que ça a eu un impact certain. En tout cas, il y avait des élus. J'ai pu lire un texte que j'avais écrit sur le chien avec qui j'ai grandi. Je pense que le fait qu'on puisse avoir une place en tant que militant dans ce genre d'institution, ça en dit beaucoup sur à quel point l'art peut s'infiltrer partout et faire réfléchir les gens. Et toi, Orlando, est-ce que tu peux nous parler comment ça t'est venu de se tourner vers la vidéo, vers la musique, en même temps, en plus les deux? Moi, à la base, j'aime un peu tout, je touche un peu à tout, alors sauf la photo. J'y arrive pas. En fait, je sais pas, j'ai un problème avec le fait de faire un cadre qui bouge pas. Avec la vidéo, j'ai pas tellement de soucis, mais en photo, vraiment, je pense ça veut pas. Mais à côté de ça, je suis déjà passé par plein de trucs. J'aime beaucoup modéliser ou faire de la sculpture. J'ai fait de la gravure, j'ai fait des découpages en papier. Enfin, je pense que j'ai vraiment touché à plein de trucs. Ça ne veut pas forcément dire que c'est très bien fait, très qualitatif. Mais si je me suis tourné vers la vidéo, la musique, c'est parce que je pense qu'il y a une dimension de temps qui me permet
raconter quelque chose et d'expliquer en fait. Je contribue à Répliquétique qui du coup est un collectif qui fait de la vulgarisation et en fait la plupart de mon travail militant, enfin en tout cas une bonne partie, c'est de faire de la vulgarisation sur des thématiques qui sont un petit peu compliquées sur l'éthique ou l'antispécisme, le sentientisme, etc. Et donc en fait c'est compliqué de faire passer des concepts, de faire comprendre des concepts juste avec une image ou avec des couleurs ou quoi. Et en fait, moi, j'ai besoin d'avoir des mots, d'amener plusieurs choses dans le temps pour avoir, voilà, on va de ce point-là à ce point-là, quoi. Et donc, je pense que c'est juste mécanique, le fait d'avoir privilégié la vidéo et la musique. Et comme les deux vont bien ensemble parce que l'un illustre l'autre, le fait que j'aimais bien faire de la musique, ça a fait qu'à un moment j'ai composé un truc et donc je me suis retrouvé à me dire je vais faire le clip qui va avec puisque je pense avoir les compétences pour réussir à aller jusqu'au bout de mon truc. Est-ce que c'était volontaire donc de partir sur une chanson plutôt que d'expliquer comme on peut le faire par exemple à travers une enquête ou enfin en fait quelle était l'idée de se dire c'est une chanson? Du coup je pense que d'habitude comme je suis très explicatif, très descriptif et que j'essaye en plus, enfin je pense que je suis très très froid dans ma manière d'écrire parce que je veux justement que ça soit très clair, qu'on ne m'accuse pas de jouer sur les émotions pour convaincre, donc je veux des arguments qui soient juste logiques, évidents, formulés de la manière, pas de la meilleure manière, mais de la meilleure manière que moi je pense pouvoir faire à l'instant T. Du coup là j'ai juste voulu partir sur autre chose en mode à un moment en fait on va attaquer sur les émotions parce que oui c'est une dimension qui est importante et je pense que on fait rien sans empathie et l'empathie elle viendra pas du fait qu'on a juste les chiffres et qu'à un moment faut aller toucher, faut dire ce que ça nous fait et essayer de réveiller ce truc là chez les gens quoi. Donc oui je pense que la musique en l'occurrence c'est une bonne manière de faire ça entre autres. Et donc avec la vidéo en plus, j'espère que ça renforce quoi. Le truc qui est un peu compliqué, c'est de pas se répéter, de pas juste être en train de dire la même chose en fait en vidéo que ce qu'on vient de mettre en musique. Et je trouve qu'il y a des images qui sont tellement fortes qui donnent envie d'être retranscrites dans les deux médiums. Et du coup, j'espère avoir un peu fait ça avec le clip quoi. Ok, du coup peut-être que je vais montrer la vidéo maintenant pour que tout le monde, au cas où, pour tout le monde sache de quoi on parle. Donc peut-être, est-ce que tu peux juste expliquer dans quel contexte quand même tu as eu l'idée et voilà, quel but, parce que c'était un moment en particulier. La chanson s'appelle 30 heures et c'est une chanson que du coup j'ai composée à l'occasion de la Journée mondiale pour la fin de la pêche. En 2020, du coup, et en fait au moment où on était confinés, et à l'époque je faisais des chroniques pour Nombi Radio, et du coup c'était l'occasion de dire tiens on la diffuse sur Nombi au moment de la JMFP quoi. Et donc à l'époque j'avais fait un enregistrement juste avec ma guitare et voilà mon enregistreur en faisant des pistes de voix très approximatives et puis j'avais tout mis dans mon logiciel, j'avais envoyé ça et du coup à l'occasion d'une JMFP suivante on s'est dit ok on en fait une version propre et donc avec d'autres camarades, un ingé son, musicien pro et très très bonne chanteuse, on a enregistré une version beaucoup plus propre j'ai envie de dire et c'est celle qui est du coup mise en clip là. Voilà. Un dimanche au grand air, une ligne plongée dans les temps, et à côté, dans une glacière, des poissons agonisants. On néglige tant de souffrances, on accepte leur douleur, en prétextant leur silence, et puisqu'aucun d'eux ne pleure, sans scrupules nous les entassons dans des élevages intensifs, dans leur milieu nous les traquons, perpétuons des massacres massifs. Leur mort est inéluctable, de l'écrasement à l'asphyxie, éventrés vivants dans des cales, ingérant nos déchets toxiques. Suprémacistes terrestres, nous menons l'offensive contre les peuples de la mer, sans haine, sans front et sans ogive. Si les poissons pouvaient pleurer, ils n'auraient pas à prendre
pouvait être à la hauteur de nos capacités cognitives, nous assurerions leur bonheur. Ils ne peuvent se défendre contre nos forces déployées. Derrière nous ne resteront que les cendres du désert marin qu'on a noyé. Si les poissons pouvaient pleurer, ils n'auraient pas à prendre les armes, car les océans déborderaient sous les flots de leurs larmes. Si seulement nous pouvions voir le cœur qui bat sous tes écailles, sans t'infliger l'écueil de te vider de tes entrailles. Des armadas de vaisseaux, de l'équateur au pôle, nul n'est à l'abri dans les eaux que l'on transforme en nécropole. Si les poissons pouvaient pleurer, ils n'auraient pas à prendre les armes, car les océans déborderaient sous les flots de leurs larmes. Si les poissons pouvaient fuir, ils n'auraient pas à prendre les armes, car nos voix s'effaceraient sous leur hurlement macabre. Si les poissons pouvaient lutter, ils auraient déjà pris les armes, car face à tant d'atrocités, on ne peut pas s'attendre au calme. Et nous nous sommes bien à l'abri, les pieds secs comme nos cœurs, car sur la terre seule la pluie vient témoigner de leur malheur. L'hécatombe ne prendra fin que lorsqu'on aura exterminé les sentients des fonds marins, nous emportant dans leur tracé. 2000 milliards de morts chaque année, sans voir les victimes saigner. C'est comme si l'humanité, toutes les 30 heures, s'éteignait. Ouais, mais moi j'ai été beaucoup touchée par ce clip et j'ai beaucoup aimé aussi que il y a vraiment toutes les questions liées aux animaux aquatiques. Il y en a aucune qui a été oubliée, notamment la pêche de loisirs, mais pas que. Et je trouvais ça très complet sur les poissons et c'est toujours très difficile de défendre les poissons, enfin en tout cas de déclencher des prises de conscience. Et donc je pense que c'est vraiment un outil très important et qu'on a de la chance de l'avoir et que je vous encourage vraiment à diffuser cette vidéo autour de vous. Je suis sûre que ça touchera beaucoup de monde. Donc on va revenir sur tout. Avant de reparler peut-être du clip, je voulais un peu que vous nous dites, chacune et chacun d'entre vous, quand donc vous prenez des photos, vous peignez ou même à travers ce clip, quelle émotion en fait vous essayez de transmettre Comment vous essayez vraiment de sensibiliser? Est-ce que vous essayez de choquer, plutôt de susciter l'empathie? Enfin, aussi, est-ce qu'il y a plusieurs émotions que vous essayez de transmettre, hein? Parce que, par exemple, Diane, tu fais des photos vraiment différentes, hein, à la fois c'est de la souffrance animale vraiment très visible, comme la captivité animale, ou même le poisson qu'on a vu, la victime de la pêche au vif. Mais il y a aussi les animaux liminaires, où là... c'est plus, on va dire, dans leur vie, voilà, sans pratique cruelle. Oui, en effet. Alors forcément, l'objectif va pas du tout être le même si je dois prendre des photos dans un refuge, un sanctuaire animalier, où là, bien sûr, je vais mettre l'accent sur la beauté, tout simplement, des animaux, qu'on ne regarde peut-être pas avec autant de facilité. C'est vrai que généralement, on est très vite attendri devant un chien, devant un chat. Par contre, si je vous montre un mouton, bon...
c'est un mouton, quoi. On a tendance à un petit peu mettre ça de côté et redonner ce nouveau sentiment d'unicité également, montrer que ce sont des individus. Donc ça peut passer par des photos différentes. Voilà. Là, on est plutôt sur la complicité. Alors ce moment-là, en plus, c'était vraiment fou parce que ce n'est pas de la mise en scène. Ou c'est vraiment un instant où il y a un cochon qui était, je sais plus, mis en quarantaine pour X raison, et qui va retrouver son copain, sa copine, je ne sais pas. Et c'est ces petits moments-là de complicité que j'avais envie de mettre en avant parce que un cochon est tellement semblable à un chien et on s'attendrait tellement facilement sur un chien et beaucoup moins sur un cochon. Donc je pense que c'est aussi notre rôle que de changer un petit peu ce paradigme de juste s'attendrir sur les animaux domestiques. Bon, cette photo, honnêtement, j'y suis pour rien, quoi. Un pan, c'est toujours très 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 joli. Donc là, vraiment, c'est Titi. Titi, le pan est génial. Et oui, là, du coup, on est encore sur du sanctuaire, on est sur de la poule. Pareil, la poule, pour se faire attendrir par une poule, il faut quand même y aller. Et c'est pour ça que j'ai tendance à travailler beaucoup au grand angle. J'essaye de créer une sorte d'immersion, finalement, dans leur vie, dans leur environnement. Et j'ai l'impression que ça redonne de la place et redonne de la grandeur, alors là, et littéralement, et au sens figuré, à l'animal. Pareil, là, on est encore sur du gros plan, qu'on voit peu, je trouve, pour des animaux qui sont une petite taille. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est évidemment l'avoir l'œil. On a toujours ce regard qu'on essaie de retrouver, que ce soit chez les animaux de sanctuaire ou même dans les photos de campagne d'animaux qui, eux, en revanche, sont la plupart du temps en pleine souffrance. On a Guigui. Donc tout ça, ce sont des animaux là au sanctuaire du château Gaillard. Qui ont été rescapés, tout simplement, de l'industrie de la viande, qui ont chacun et chacune leurs histoires. Et c'est également important, je trouve, de recentrer un petit peu sur l'individu et non pas sur l'espèce. Là, on n'est pas juste en train de parler d'une espèce qu'on a sauvée, on est en train de parler d'un individu parmi tant d'autres, qui a son unicité, qui a son individualité, qui est unique à part entière. Et c'est ça que j'ai envie de mettre en avant. Donc là, on est bien sûr toujours sur l'empathie, c'est ce qu'on essaie de susciter à chaque fois, se mettre à la place d'eux, voir les choses différemment. Et par contre, quand on est sur des affiches ou des images en tout cas plus difficiles à regarder, là c'est également susciter de l'empathie, mais dans ce cas-là, un peu plus que de l'empathie. L'empathie c'est bien, mais si on reste juste au stade de l'empathie, on n'avance pas beaucoup finalement. Donc c'est plus que ça, c'est même quasiment d'instaurer, de motiver à la prise d'action, à la prise de position en tout cas. Donc finalement, je m'adapte un petit peu à mes sujets qui sont de toute façon très beaux et très belles. C'est juste une façon de voir les choses, quoi. Une façon de les voir et de leur donner leur place. Cette série de tableaux, je l'ai intitulée Personnes animales, parce que ce que je veux vraiment susciter, en fait, c'est que les gens qui regardent le tableau se disent qu'ils sont face vraiment à un individu unique, à une personne, et que ça crée de la dissonance cognitive, en fait. Qui se disent je suis face à cette vache qui est vraiment représentée comme un individu sacré. Ça va pas avec la manière dont je vis ma vie en les consommant, quoi. Je veux vraiment créer de la compassion comme Diane, et puis vraiment un sentiment d'être connecté à cet individu, que du coup on peut pas faire du mal à une personne à qui on est connecté. Et c'est vraiment ça que je recherche. Du coup, je pense que oui, il y a clairement, en tout cas avec le clip et la musique, le fait de vouloir susciter, de réveiller des émotions, de réveiller de l'empathie, de créer une connexion. Mais pour moi, il y a vraiment un truc de l'ordre de l'évidence mais allô, tu connectes un peu, quoi. Enfin, comment quoi. Et en passant par toute la progression là, on te dit voilà ce qui se passe, voilà combien d'individus ça représente, la quantité de souffrance. Si tu as un peu d'empathie, tu devrais être par terre, quoi. Et que la seule raison pour laquelle en fait on se fait pas envahir, écraser, défoncer, c'est juste parce qu'en fait ils en ont pas les moyens, quoi. Parce que sinon ça serait l'enfer. Ils luttaient à la mesure de ce qu'on leur fait, en fait, on a terriblement de chance dans notre privilège spéciste, quoi. Et ouais, c'était juste une manière de le dire, d'amener à ça, d'avoir la réflexion qui, pour le coup, est censée susciter une émotion avec les chiffres, les concepts, et derrière,
à un moment imprime, quoi. Alors maintenant, je vous propose donc de parler d'une œuvre en particulier, peut-être. Donc voilà, donc tu as choisi cette photo. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Donc là, on retourne à la ménagerie du Jardin des Plantes. On est sur une photo de Nénette. Nénette, donc c'est un orang-outan qui vient de Bornéo. Tu m'arrêtes si j'ai des bêtises, Amandine, mais il me semble que c'est ça. Elle a été capturée finalement très très jeune. Et ça fait plus de 50 ans maintenant qu'elle est emprisonnée, parce que c'est le mot. Elle est captive, donc dans cet espace restreint. 50 ans. 50 ans. Je vais bien appuyer dessus quand même. Donc finalement, cet animal, cet individu, a passé quasiment l'intégralité de sa vie derrière des barreaux pour que nous puissions l'admirer. Donc là, il y a toujours une incohérence dans le sens où on enferme des êtres vivants parce qu'à un moment, on les admire, à un moment, on leur donne de la valeur, pour finalement les empêcher de vivre. Et c'est ça qu'on regarde. Et là, je trouvais cette photo assez parlante, parce qu'encore une fois, pour moi, elle n'a vraiment pas besoin de légende. Là, je vous ai donné un petit peu l'introduction, la backstory, mais finalement, là, tout est dit. Vous avez au premier plan les chaînes, tout de suite, qui arrivent, même si elles ne sont pas en zone de netteté, on sait qu'elles sont présentes. On a tout de suite conscience du lieu, de l'environnement. Ensuite, Nénette, qui a ce regard porté vers le plafond et qui regarderait presque finalement ce papier peint. Donc ce papier peint qui représente donc la forêt, qui est trouée par endroits et qui finalement est bien fade si on considère que ça fait 50 ans qu'elle le regarde. Et pour une fois, on n'a pas le regard de l'animal. Généralement, on a tendance à pouvoir avoir de l'empathie ou à pouvoir développer une connexion avec l'animal quand justement on a ce regard, ça passe par les yeux. Parce que bon, des jambes, des bras, des pattes, etc., on peut en avoir plusieurs selon les animaux. Mais les yeux, on a toutes et tout ça. Et ça passe très souvent par là pour développer de l'empathie. Malgré tout, sur cette photo-ci, j'ai l'impression qu'on a quand même ce sentiment d'empathie qui vient. Quelque part, on arrive à se mettre à sa place. Et on a un sentiment de désolation, finalement. Donc oui, ça c'est une photo qui m'a touchée. Et puis il faut dire aussi que pour faire cette photo, je suis restée très longtemps à l'observer. Et oui, c'est pas forcément facile non plus de voir ça et de ne rien pouvoir faire quelque part. Parce que là, apparemment, casser la vitre, trouver des solutions très impactantes sur l'instant, mais qui ne sont pas des solutions viables, on ne peut rien faire finalement. Le seul truc qu'on peut faire, là, nous, c'est de montrer, de faire en sorte que cette photo soit diffusée pour qu'elle interroge et qu'éventuellement elle pousse à passer à l'action. Donc, ouais. Pour moi, c'est une photo qui est assez forte et qui est représentative des incohérences à l'heure actuelle dans notre volonté de mettre en avant des animaux, mais d'un autre côté de les enfermer pour notre plaisir. Ouais. Oui, je voudrais vraiment souligner aussi, en tant que militante, en tant qu'association, l'importance pour nous d'avoir des photos. C'est vraiment une valeur inestimable, en fait, parce que même quand on parle de captivité animale, où on se dit que c'est pas comme les abattoirs, qu'en fait, on sait tout ce que c'est, puisque par définition, c'est visible, en fait, c'est vraiment important de montrer avec un regard différent, de donner à voir ce qu'on ne voit pas alors que c'est visible, en fait. C'est tout l'enjeu, je trouve, de dénoncer la captivité animale. Et donc, les photographies, notamment de Diane, sont vraiment très, très précieuses, à la fois de montrer la souffrance des animaux, et notamment celle sur la pêche au vif, où c'est une pratique quand même qui est méconnue et dont on voit peu puisque les poissons sont petits, etc. Donc c'est vraiment hyper important aussi la façon dont c'est pris, c'est-à-dire de voir le regard, etc. Enfin, nous, ça nous permet vraiment de pouvoir ensuite en parler aux décisionnaires, etc. Et c'est vrai que je pense que c'est important aussi de penser à toutes ces personnes qui documentent les pratiques et pour qui c'est vraiment très, très difficile, je pense, psychologiquement, d'être confronté à ça et de se dire qu'on est impuissant en fait face à des animaux qui souffrent et pour certains qui meurent. Et donc voilà, donc j'en profite pour te remercier, mais aussi toutes les personnes qui documentent ces pratiques qu'on ne connaît pas forcément, mais en tout cas qui sont en première ligne face à la souffrance animale et qui apportent un soutien décisif quand nous ensuite on mène des campagnes, que ce soit dans la rue, parce qu'il faut illustrer en fait. Enfin, quand on parle de pratique, il faut vraiment donner à voir. Et c'est vraiment extrêmement précieux, les photos, les vidéos, etc. Donc voilà, je voulais dire ça. Est-ce que Willen, tu peux nous dire quelle œuvre tu as choisie ? Alors moi, en fait, j'ai choisi de vous montrer Gwenaëlle. C'est le portrait d'une truie. En fait, son histoire, c'est que je l'ai exposée il y a pas très longtemps à la librairie Utopia. Et le soir du vernissage, il y a une amie de mon compagnon qui est venue,
qui est vraiment carniste dans le sens où même si il y a des véganes chez elle, il y aura du saucisson, etc. C'est vraiment hyper important pour elle. Et donc elle s'est retrouvée à voir cette œuvre pour la première fois et elle a lu le texte qui était associé. Et en fait, elle est revenue me voir en pleurs parce que ça l'avait beaucoup touchée. Et du coup, je vous propose de lire le texte qui est associé, comme ça on se pourra mieux se rendre compte. Gwenaëlle est une truie d'élevage. Elle est née dans une cage étroite en métal où ses mouvements se limitent à un simple balancement de la tête, dans une lumière artificielle constante. Gwenaëlle est une unité de production, enfermée dans une cage si étroite qu'elle ne peut se retourner pour voir ses petits. Les truies d'élevage sont considérées comme des machines à produire des porcelets. Reproductrice 696. La vie des porcelets est brève. Engraissés trop rapidement, ils finissent à l'abattoir à l'âge de 6 mois. Ils sont gazés ou électrocutés. Vous ne croiserez jamais Gwenaëlle, l'élevage porcin se faisant toujours dans des hangars clos, loin de notre compassion. Et voilà, c'est avec ce texte qu'elle est venue me voir et qu'elle m'a dit vraiment, je suis bouleversée parce que je viens de voir et lire. Du coup, merci. Et je ne l'ai pas revu depuis, mais j'espère que ça l'a fait évoluer dans son carnisme vers moins de carnisme et plus de compassion pour les animaux. Oui, donc par rapport à, toi, l'œuvre que tu as choisie, c'est le clip musical sur les poissons. Et donc, est-ce que tu as eu des réactions ou des témoignages ou des retours qui t'ont marqué ou est-ce que tu veux dire autre chose sur ça? Moi, c'est un peu compliqué parce que j'ai l'impression d'avoir beaucoup de mal à casser mes bulles. Et du coup, ça, comme de base, je m'exprime sur un canal qui est déjà un peu tourné vers les gens qui sont investis dans la cause animale. J'ai pas tellement de retours de personnes qui ne sont pas animalistes, antispécistes, anti-antistes. Je sais que ça a touché des gens, je sais qu'il y a des gens qui ont dit « Ah ouais, ok, je vais repenser ma consommation d'animaux marins, quoi. » Et j'espère plus largement d'être sentient. Mais par contre, je sais que quand des militants voient entendent la musique, je sais que ça peut générer des émotions fortement négatives, assez intenses. Je pense que ça touche des gens, mais je sais pas si ça les touche d'une manière qui leur donne de la force. ou qui va permettre un changement pour les autres. J'espère, j'ai assez peu d'écho, mais j'espère. Il y a des personnes qui ont été touchées, qui m'en ont juste pas parlé parce que je suis trop loin, quoi. C'est une vidéo parmi tout ce qu'il y a de vidéos sur YouTube. On va plutôt parler donc des projets à venir. Donc, quels sont les projets sur lesquels vous travaillez? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous aimeriez que ça voit le jour? Voilà. Oui, je ne saurais même pas par quoi commencer sur les projets que j'ai. Il y a tellement de choses. Je vais dire que pour rester dans le même domaine, j'essaye de faire une autre chanson, notamment sur les animaux sauvages et ce qu'ils peuvent vivre dans la nature et le manque de compassion qu'on a en les percevant seulement comme des rouages et des instruments de notre survie et des écosystèmes, en essayant d'attirer un peu plus l'attention sur le fait que c'est des individus qui sont des fins en eux-mêmes et qui ont des intérêts qui devraient être pris en compte. C'est très compliqué, j'aime beaucoup cette chanson et je trouve que j'ai beaucoup de mal à refaire quelque chose qui, pour moi, soit du même registre, autant sur la manière dont les paroles sont faites que sur l'air, quoi. Je suis pas sûr d'être un très bon musicien, mais en tout cas, quand j'écoute 30 heures, ça me touche, ou quand je la joue, ça me touche. Je suis pas sûr d'avoir ça sur le reste de mes compositions, et là, du coup, je me retrouve un petit peu... J'aimerais bien sortir quelque chose, et je trouve que j'ai un peu de mal à réussir à produire quelque chose qui me satisfasse. J'ai un peu l'impression que c'était... j'ai eu de la chance, quoi. Sur les projets à venir, alors j'ai toujours comme projet de faire une exposition sur les animaux liminaires. Je pense que ça pourrait être intéressant. Après, c'est un peu comme toi, des projets, il y en a toujours plein. Ceux qui voient le jour, en revanche, il y en a toujours beaucoup moins. Je travaille pas mal sur la branche animation. Je fais également des animations autour de la photographie, des cours de photo, jusqu'à là avec les collectivités, donc que ce soit la région Île-de-France, certaines villes. Et à partir de cette année, je vais l'ouvrir un petit peu aux particuliers, parce que ça me semble très intéressant, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et que je trouve très utile aussi. Donc là, on sort un petit peu du scope de justement des photos uniquement pour le militantisme ou autre, mais à travers finalement cette pratique de la photographie et la pédagogie que je mets dedans, c'est réinterpréter encore une fois notre rapport au monde, notre rapport au vivant. Donc ça passe par la macrophotographie, donc la photographie des espèces très petites, ou tout simplement par les animaux sauvages.
je fais des animations autour de justement tout ce qui est analyse paysagère et photographie animalière. Et j'ai l'impression que c'est un très très bon support, un très bon moyen, une très bonne excuse finalement de parler de sujets qui peuvent potentiellement fâcher, mais quand c'est mis autour de l'art, tout de suite ça passe mieux, tout de suite c'est agréable. Et oui, donc je vais travailler là-dessus prochainement. En fait, moi, j'ai surtout pour projet d'occuper le terrain. Ce que j'aimerais, c'est faire d'autres expositions comme j'ai fait avec la mairie du 18e. Donc en ce moment, je suis en train de contacter tous les élus à la condition animale pour essayer de les sensibiliser à mon travail et créer d'autres moments de rencontres avec le grand public. Je cherche aussi à financer un projet sur les animaux liminaires que j'ai pu développer notamment avec l'aide d'Amandine et de Clémence, qui est là-bas, quelque part. Et donc, merci beaucoup. Et du coup, là, je remplis des dossiers de financement. C'est pas la partie la plus glam de mon travail, mais quand même très utile. Je voudrais aussi lancer une série de podcasts ou de méditations autour de la rencontre avec des animaux, des méditations guidées où on rencontrerait des animaux. Voilà. Bon, ça, c'est encore un peu plus lointain. Oui, j'en profite aussi pour dire que donc au fond de la salle derrière vous à droite, on a remis donc l'exposition artistique autour des rats. Donc c'est une exposition où donc on a rassemblé des œuvres autour des rats pour changer le regard et qu'on avait exposé à l'Assemblée nationale lors de notre colloque sur les animaux liminaires. Et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont participé, qui ont dessiné, amatrices ou professionnelles. Voilà, on avait fait ça aussi sur les animaux de la Première Guerre mondiale. Et on va essayer chaque année de faire, de lancer donc ce type d'exposition artistique pour encourager tout le monde. En fait, il y a même des enfants qui ont participé. Ça m'a fait très plaisir pour voilà changer le regard sur certains animaux qui sont très très mal vus. Et c'est voilà, ça fait partie aussi, je pense, d'outils intéressants qu'il faut pas négliger. Voilà, qui sont complémentaires de tout ce qu'on peut être amené à faire de manière plus militante, mais voilà, donc n'hésitez pas à aller les regarder. Alors ensuite, je voulais vous demander s'il y avait des artistes qui vous ont inspiré, plus particulièrement de manière générale ou dans la cause animale. Déjà Rosa B, que j'aime beaucoup. Je trouve que son travail, il est vraiment hyper parlant, hyper militant, ça convainc vraiment beaucoup de gens. Du coup, ça m'inspire. Et puis, il y a plein de street artistes comme Roa qui occupent les murs avec leur travail. Je trouve ça vraiment super. J'aimerais beaucoup me lancer dans le street art, moi aussi, notamment avec les animaux liminaires. Ça, ce serait un de mes projets en plus. Et puis, il y a pas mal de choses autour de Rosa Bonheur qui sont intéressantes, certaines citations qui m'inspirent beaucoup. Comme quand elle dit, vraiment, si on va à la rencontre des animaux, on ressent un sentiment de religion, de sacré, quelque chose comme ça. J'ai plus la citation exacte, mais en tout cas... elle avait vraiment réussi à se connecter avec les animaux et à essayer de les représenter au plus juste de ce qu'ils sont. Et du coup, ça m'inspire aussi beaucoup. De mon côté, je pense que je peux te dire qu'il y a un peu d'inspiration du côté des Cowboys Fringants, qui est un groupe de musique québécois. Je pense que je me retrouve pas mal dans le style musical, mais aussi sur le fait de défendre un propos qui est politique et... très ancré dans l'émotion malgré tout. Et je me souviens que quand j'avais écouté Plus Rien quand j'étais plus jeune, ça m'avait retourné. Et je pense que j'ai, dans le fond, c'est ça qui travaille et c'est ça qui a poussé un peu ma direction de quand je prends une guitare et que je plaque des accords, ça va par là, quoi. Bon, de mon côté, c'est difficile de ne pas citer Joanne MacArthur, qui est une photographe engagée dans la cause animale à travers We Animals Media. Donc ils sont plusieurs, je ne sais pas si c'est un collectif, une association, je ne sais pas sous quelle forme juridique ils sont, mais qui font un travail absolument remarquable. Mais en toute honnêteté, je n'ai pas cherché très loin parce que j'ai la chance d'être bien entourée, d'avoir plein de personnes investies dans mon entourage.
Et oui, finalement, l'inspiration peut venir de juste à côté. L'inspiration peut venir des collègues, et notamment il y a Thomas Saidi, qui était un lanceur d'alerte pour L214, Antoine Sicot de Temps de Pause, qui fait un travail remarquable également avec les animaux principalement domestiques, mais également des animaux de refuge. Enfin, tout ça, c'est des personnes qui sont finalement très proches, qui sont peut-être pas encore suffisamment connues pour avoir des œuvres en grand partout, mais qui suffisent à me motiver, à m'inspirer, et sur lesquelles je peux compter pour parler de mon art également et de ce que je veux transmettre, parce que c'est vrai qu'on a tendance à être assez seul quand même quand on travaille. Alors, je sais pas de ton côté, Orlando, si tu travailles plus en équipe ou pas, tout ce qui est montage, etc. Je sais que William est plutôt solo. Moi sur la composition, je suis plutôt seul, même si en vrai, on est constamment en train de demander des retours ou de dire tiens, ça t'en penses quoi ou quoi. Et du coup, forcément, tous les proches ont le droit d'écouter 25 fois le même accord avec quelques petites subtilités et des fausses notes, hein, clairement. Et au niveau de l'enregistrement, là, pour le coup, forcément, c'est un travail d'équipe, quoi. Ouais. Oui, donc c'est ça. Finalement, c'est un peu selon les phases du projet, mais d'une majorité, tu es quand même bien solo. Et je pense que c'est le cas pour pas mal d'artistes quand même. Mais moi, je sais que par exemple, si je pouvais pas compter sur mon entourage, sur une certaine Mathilde Micléa, qui est toujours là derrière, à remotiver ou à critiquer les choses qui ne vont pas, que je ne souhaite pas voir parfois, je pense que ça fonctionnerait pas. Donc il y a aussi tout cet aspect-là qu'on voit pas, qui est vraiment en coulisses et qui est hyper important, qui sert autant à inspirer qu'à motiver et à faire en sorte qu'on continue, quoi. Oui, après, je voulais vous demander, oui, parce que vous savez que les personnes qui nous écoutent peuvent suivre votre travail. Donc, si vous voulez donner vos réseaux sociaux, chaîne YouTube, ce que vous voulez, site. Eh ben, oui, vous pouvez retrouver tout mon travail artistique sur mon site. C'est une adresse un peu compliquée, donc tapez plutôt mon nom dans Google. Ce sera mieux. J'ai aussi, dans le 28 mai, je fais une date avec Tiffany qui va jouer son dernier spectacle, Devenir vegan par amour. Du coup, il y aura mes tableaux et après, il y aura un échange sur scène, tout ça. À Paris, ça s'appelle la Scène des femmes, je crois, mais à confirmer. Tout est sur mon site, sinon. Et le 28 juin, je participerai aussi à la Vegan Place de Tours, si jamais vous êtes dans les parages. Et d'ailleurs, si vous voulez participer et que vous êtes artiste, bienvenue. Voilà. Donc, il faut taper Willen Pilate sur Oui. Internet pour trouver le site. C'est un peu compliqué, Willen Pilate, mais normalement, vous trouverez tout. Et aussi, donc, tu vends tes peintures, c'est ça, sur Internet, on peut les retrouver. Ouais, le mieux c'est de me contacter parce que si je passe par d'autres sites, il y a des pourcentages qui sont pris, etc. Mais oui, tout à fait. Vous pouvez aussi commander des œuvres. Généralement, c'est surtout ça. Les gens me commandent des œuvres, des portraits de leur chat, des choses comme ça. Je suis ravie de le faire. Et puis là, j'ai aussi vendu Rosalie pour aider Paz et j'en suis très contente. Voilà. Merci beaucoup. Oui, c'est le plus petit tableau, en fait. Donc, il y a une rate qui a participé à l'exposition à l'Assemblée nationale, qui était présente. Voilà. Orlando, est-ce que tu peux nous dire où c'est qu'on peut te retrouver ? Ouais, sur Répliquétique, en fait, globalement. Et du coup, ça va être sur YouTube, principalement. Enfin, je pense que c'est là que c'est le plus pertinent pour vraiment rien rater sur les contenus de fond. Après, sur les réseaux, en flux tendu, j'ai envie de dire que le mieux, c'est Blue Sky. Et je déteste à peu près tous les autres réseaux sociaux, même si j'essaye de pas les laisser complètement tomber. Et ouais. Et le site de Répliquétique, pourquoi pas. Voilà. Pareil, niveau réseaux sociaux, c'est compliqué. C'est paradoxal parce que quelque part, les moments où on fait plein de trucs, j'ai l'impression que c'est les moments où on communique le moins parce qu'on est occupé. Sauf que du coup, on a l'impression qu'on n'est pas actif, mais un jour, je mettrai ça à jour. En attendant, j'ai un site internet, Fairshot Photo, sur lequel vous pouvez me contacter, vous inscrire pour des cours photo ou tout autre projet. Et peut-être une exposition à Genève à venir à la rentrée, mais il n'y a encore rien de fait, donc j'en parlerai plus sérieusement un peu plus tard. Voilà. Et j'ai oublié de dire que j'étais aussi exposée toujours à la librairie Utopia jusqu'à la fin de la semaine, si jamais vous passez dans les parages. Voilà. Oui, donc dans le 5e arrondissement, pas très loin de Notre-Dame. Merci beaucoup en tout cas pour cet échange. J'espère que ça vous aura inspiré.